Maintenant, nous allons aborder les écoles modernes. L'école moderne, vous allez remarquer que nous allons commencer à avoir une nouvelle conception de l'entreprise. Chez les classiques et les relations humaines, l'entreprise était considérée comme fermée sur son environnement externe. Avec les écoles modernes, on commence à avoir cette ouverture et par conséquent, l'environnement externe commence à avoir des effets ou à exercer des effets, un impact assez important sur les entreprises. Et le management doit prendre en considération dans sa définition, dans sa démarche, tout ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise. C'est ce que nous allons voir avec les écoles modernes du management à travers 3 types: approche par processus, approche systémique et approche de la contingence. Et cela aussi, c'était des découvertes en termes du management. Je vous ai choisi quelques auteurs que je considère assez fondateurs pour les écoles modernes, comme Herbert Simon, Marsh and Seaman, qui ont écrit un très bon livre sur le processus de décision, John Woodward, qui a travaillé sur la contingence et sur la technologie comme facteur de contingence, Burns et Stalker, et puis Laurence et Lorch, et puis je vais finir par Henri Menzelberg, qui a apporté une très grande valeur ajoutée à l'organisation et à sa conception à travers ses configurations organisationnelles. Très bien, le point commun entre toutes ces écoles, c'est qu'ils ont considéré l'entreprise comme étant un système ouvert. Et là, nous sommes dans la vision systémique complexe. Leur analyse repose sur une vision, ne repose pas sur une vision relativement simple d'entreprise comme c'était le cas chez l'école classique, mais beaucoup plus, l'organisation va être reconnue comme un système complexe. Cette approche systémique complexe, elle précise que l'organisation est un lieu permanent de multiples décisions, de nature et d'ampleur et de durée très diverses. Alors, pour comprendre une décision dans une organisation, il est nécessaire d'analyser le processus, c'est-à-dire d'analyser toutes les étapes principales par lesquelles la décision passe et qui ont conduit à des choix avec les comportements des acteurs et les influences et les pouvoirs que ces acteurs exercent. Et c'est la première fois qu'on assiste à ce genre d'analyse dans les organisations. Comme vous avez dû remarquer, ce qu'on ne retrouve pas ni chez les classiques, ni chez les relations humaines. Alors, contrairement à cette vision classique, les décisions ne correspondent pas nécessairement à l'optimisation des variables économiques, car de nombreux biais entrent dans les processus de choix. C'est pour cela que nous sommes dans une autre vision qui ne s'appuie pas uniquement sur la rationalité. Et d'ailleurs, Herbert Simon, il a bien expliqué que la rationalité, elle est très limitée. Et Herbert Simon, qui a critiqué la vision classique des organisations, en particulier l'apport de Tyler et de Fayol et de Max Weber, et il a analysé à partir de 1950 le processus décisionnel des organisations et il a formalisé un concept essentiel qui est la rationalité limitée. La rationalité limitée est limitée, selon lui, par 3 facteurs. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire la rationalité limitée? Pour Herbert Simon, quoi qu'on fasse, on n'arrivera jamais à prendre une décision à 100% rationnelle. Toutes les décisions qu'on va prendre sont toujours des décisions dont la rationalité est limitée. Et elle a donné des raisons explicatives pourquoi cette rationalité est toujours limitée. 3 facteurs principaux sont lui: l'information disponible, les motivations de décideurs et la capacité de décideur. Alors, l'information disponible, c'est-à-dire le décideur ne peut pas connaître parfaitement toutes les informations pour choisir de manière optimale et rationnelle la décision. Il ne peut appréhender toutes les dimensions d'un problème avec toutes les données nécessaires
car ces données ne sont pas disponibles, sont trop coûteuses. Des fois même, on sous-estime une information. On a de l'information, mais on sous-estime cette information en disant que ce n'est pas très important et on ne va pas la prendre en considération. Et il peut, à la fin, s'avérer que c'est une information très importante. Simon explique que le système de valeurs, les buts, la psychologie, les comportements de décideurs, il influence grandement ces décisions, bien plus que la logique intrinsèque d'un problème à traiter. Ça veut dire que, je dirais, l'habilité de la personne qui doit prendre les décisions, il a un impact sur la nature de la décision qu'il va prendre et par conséquent, ça peut limiter sa rationalité. Et puis, à la fin, la capacité de décideur en termes de réflexes, les connaissances de décideur, elle limite aussi le comportement de la situation. Herbert Simon, il a remis en cause un petit peu le management classique qui est basé beaucoup plus sur un concept fondamental qui est la rationalité, qu'il a remis en cause en disant on n'aura jamais une rationalité à 100%. Et c'est une contribution extrêmement importante qui a marqué, si vous voulez, un tournant décisif dans l'évolution du concept du management. Et grâce à cette contribution, à cet apport de la rationalité limitée, Herbert Simon il a eu le prix Nobel d'économie qui lui a été attribué en 1978 grâce à cet apport de la rationalité limitée. Marsh a complété, si vous voulez, les travaux de Simon. D'ailleurs, ils ont écrit un livre en commun. Et Marsh, il a élaboré un modèle d'organisation fondé sur la participation des acteurs aux décisions selon un schéma contribution-rétribution. L'organisation fonctionne, selon lui, si les acteurs sont satisfaits par les rétributions reçues en fonction de leur rapport. C'est-à-dire, plus je reçois une rétribution suite à mon apport, plus je serai beaucoup plus impliqué, je serai beaucoup plus motivé, je serai beaucoup plus concentré et par conséquent, je serai beaucoup plus productif et performant dans l'entreprise. Alors, la vision selon la théorie, la vision du management selon la théorie des systèmes. Vous savez, la théorie des systèmes dans l'évolution du concept, dans l'évolution historique du concept du management, il a été considéré comme étant une révolution. Alors, l'approche systémique, elle est issue des disciplines scientifiques. C'est-à-dire, on a essayé de mener l'analyse par des systèmes pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans les organisations. On voulait à un certain moment comprendre l'entreprise ou le fonctionnement de l'entreprise comme le fonctionnement d'un corps humain. L'un des auteurs qui ont introduit cette première analyse, c'est Bertalanffy. Bertalanffy était un biologiste de formation, donc il a essayé de comprendre est-ce que l'entreprise fonctionne comme un corps humain, d'où cette notion de l'approche systémique qui a été, comme je viens de dire il y a un instant, considérée comme étant une révolution dans la réflexion, de la conception du management. Un système, c'est une structure organisée, ouverte sur l'extérieur, qui réunit plusieurs éléments différents, qui fonctionnent en interaction pour atteindre un objectif commun avec des procédures de régulation. C'est comme ça que le corps humain fonctionne. Ils ont appliqué ça à l'organisation et l'approche systémique elle a conduit à formaliser 5 éléments caractéristiques. 5 éléments caractéristiques quand on a appliqué ce raisonnement d'analyse de compréhension à l'entreprise. Les éléments différenciés sont les fonctions de l'entreprise et les services de l'entreprise qui ont des objectifs, des moyens, des procédures et des structures spécifiques, mais qui doivent pourtant travailler ensemble. Avec toutes ces différences, ils doivent travailler en coordination, en liaison, ensemble. La frontière du système avec l'environnement, elle est constituée par la structure de l'entreprise. Donc la structure de l'entreprise, si vous voulez, c'est elle qui constitue la frontière entre l'environnement interne et l'environnement externe de l'entreprise. L'environnement correspond à l'ensemble des partenaires avec lesquels l'organisation travaille ou peut travailler. Et puis,
L'objectif générique pour l'organisation, c'est la survie à long terme avec des objectifs économiques et sociaux. Et puis le dernier critère, ce sont les procédures de régulation. Ils correspondent à quoi? Ils correspondent tout simplement aux décisions, aux actions menées par l'organisation pour recentrer le fonctionnement en fonction des objectifs, c'est-à-dire une sorte d'adaptation. Quand vous regardez ça, c'est-à-dire quand vous regardez toutes ces caractéristiques de l'entreprise, eh bien ce sont les caractéristiques de n'importe quel système. On peut donner un exemple. Excusez-moi de vous donner un exemple qui relève de l'université. Dans une université, les facteurs de production sont les étudiants, les professeurs, les dons, l'appui d'une fondation, les bourses, les sources de financement, les bâtiments, toutes choses de même ordre. Et les enseignants et les administrateurs mettent en œuvre un processus de transformation à travers l'enseignement et tous les autres services pédagogiques, d'encadrement et de suivi, d'accompagnement, pour changer les étudiants en personnes instruites. Et les différents processus de transformation sont utilisés dans les facultés pour atteindre les objectifs, par exemple les stages en entreprise, les travaux pratiques, les cours magistraux, etc., les travaux dirigés, etc., etc. Et puis le produit final, entre guillemets, excusez-moi encore le terme, je ne considère pas les étudiants comme étant des produits, mais c'est juste un exemple illustratif. Et le produit, c'est une personne instruite. Et ça fonctionne exactement comme un système. Voilà, si vous voulez, un exemple de considérer l'entreprise comme étant un système grâce à l'introduction de cette analyse systémique qui a été introduite par Bertalanffy. Nous allons maintenant aborder les auteurs de la contingence, parce que c'est grâce à cette analyse systémique qu'on a commencé à parler de la contingence. Alors, pour Laurence et Lorch, par exemple, pas de structure d'organisation supérieure. Certains sont plus ou moins adaptés à des environnements. Chaque organisation, selon ces deux auteurs, là encore une fois je résume brièvement leur rapport et leur explication en disant que chaque organisation est divisée en 3 unités et l'entreprise, l'environnement est composé de 3 aspects. Une meilleure adaptation, c'est que chaque unité de l'entreprise doit faire en sorte à ce qu'elle s'adapte à une composante de l'environnement. Ça veut dire que chaque unité à l'intérieur de l'entreprise est directement influencée par une composante de l'environnement. C'est là où ils ont élaboré leur stratégie très connue qui vont permettre à l'entreprise de s'adapter à l'environnement. Une stratégie de différenciation doit être équilibrée par des méthodes d'intégration pour maintenir l'unité. L'unité entre quoi? L'unité entre le fonctionnement de l'entreprise en interne et le fonctionnement de l'environnement en externe, de telle sorte à ce que cette adaptation soit assurée à la fois par la différenciation et par l'intégration. Là encore, vous allez trouver beaucoup plus de détails sur le syllabus. Et puis, Mintzberg, qui est considéré comme étant l'un des théoriciens de la théorie managériale, avec ses principaux facteurs de contingence qui sont propres à l'organisation. Alors pour lui, les facteurs de contingence sont l'âge, la taille, la technologie. Et bien que la technologie ait été abordée par John Woodward, quand John Woodward il voulait trouver des explications à plusieurs entreprises performantes à son époque, et donc il a choisi toutes les entreprises performantes, il voulait savoir est-ce qu'il y a des caractéristiques communes explicatives de la performance pour toutes ces entreprises. Et là, il a découvert que toutes ces entreprises, ils essayent d'adapter leur structure organisationnelle en fonction de la technologie utilisée. C'est-à-dire une entreprise qui utilise une technologie très pointue, très poussée, ne doit pas avoir la même structure qu'une entreprise qui utilise une technologie qui n'est pas très avancée. D'où le fait de considérer, selon John Woodward, la technologie comme étant un facteur de contingence. Alors le facteur de contingence dans ce sens, c'est un facteur qui a un effet et un impact immédiat et très important sur la conception de système, c'est-à-dire sur la conception de la structure de l'organisation. Alors, les facteurs de contingence
sont l'environnement, la technologie, la taille, et pour Mintzberg, l'âge, la taille, la technologie et le style de pouvoir et la stratégie. Et les facteurs de contingent de l'environnement sont sa variabilité, sa complexité, sa turbulence et son incertitude. Ça veut dire que l'entreprise, pour qu'elle soit performante, il doit prendre en considération de la conception de son management les facteurs de contingence aussi bien internes qu'externes. Facteurs de contingence internes à l'entreprise, comme disait Mintzberg, qui sont l'âge, la taille, les technologies et le style de pouvoir, face aux facteurs de contingence de l'environnement, qui sont la variabilité de l'environnement, sa complexité, son degré de changement, sa turbulence, son incertitude, etc., etc. Voilà, si vous voulez, par rapport à cette partie qui concerne l'évolution historique de concept du management. Là, je vais conclure à travers ce schéma que vous voyez devant vous. Nous avons survolé l'évolution du concept à travers l'apport de l'école classique, l'école des relations humaines, l'école de la contingence et puis le processus de constructivisme. Quand vous regardez chez les classiques et les relations humaines, comme il est clair sur le schéma, ils ont considéré l'entreprise comme étant un système fermé. Leur concentration, leur rapport, leur analyse, leur réflexion a beaucoup plus porté sur ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, donc la recherche de la productivité, de l'augmentation de la productivité et elle était à l'intérieur de l'entreprise, c'était la capacité physique à travers la mise en place d'un modèle d'organisation scientifique chez les classiques, c'était la capacité sociale à travers la rationalisation des comportements chez les relations humaines, et quand on est passé à la contingence et au processus de constructivisme, c'est là où on a commencé à considérer l'entreprise comme étant un système ouvert sur son environnement et finalisé, ça veut dire avec des objectifs clairs et précis. Voilà, si vous voulez, l'évolution. J'espère que ce survol historique vous a permis de comprendre pourquoi le management a évolué et comment il a évolué. Pourquoi vous l'avez compris à travers les facteurs influents et comment il a évolué, vous l'avez à travers l'apport de chaque auteur.